Alors maintenant, nous avons l'intervention du docteur Evandro en portugais concernant la paraconsistance et les limites de la rationalité selon G.G. Granger. Merci. Bonjour, j'aimerais remercier à l'organisation, au professeur Philippe Lacour pour cette invitation, à tous mes collègues, cette équipe qui a été impliquée dans l'organisation de ce colloque. Et la proposition de mon intervention et ce propos parle de la position de Granger au sujet de la paraconsistance. Il est très intéressant car en 1988, il a publié un ouvrage ayant un chapitre spécifique et qui parle de son évaluation au sujet de la paraconsistance et qui est donc le propos de mon intervention, c'est-à-dire une reconstruction des arguments et des positions prises par M. Granger. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Alors, Granger est quelqu'un de très important, surtout pour nous au Brésil, puisque Granger a été un enseignant qui a composé l'une des missions françaises qui sont venues au Brésil afin d'établir à l'Université de São Paulo, la faculté des philosophies et sciences de São Paulo, tout un travail autour des ouvrages concernant l'épistémologie et le travail de Gilles Gaston Granger. Et l'objectif donc de mon intervention, c'est l'investigation des fondements, de l'édification et de la justification de la connaissance rationnelle, qui est l'un des sujets les plus importants analysés par Gilles Gaston Granger. Le travail de Granger au XXe siècle apparaît comme l'une des contributions majeures et singulières concernant à la théorie de la connaissance, de l'épistémologie et de la philosophie et sciences formelles, à la fois en logique et en mathématiques, puisqu'il était un membre éminent de la tradition analytique française et puisqu'il a également travaillé avec d'autres personnages très importants, nous vérifions ainsi que Granger était vraiment un grand savant qui a réussi à élaborer une pensée liée au fondement de la science avec beaucoup de profondeur. Et Granger est donc, comme je viens de mentionner, est un membre de la tradition analytique française et cela parle de la seconde moitié du XXe siècle et il a développé ses travaux en suivant la même lignée analytique de Georges Guinguigen, Gaston Bachelard et Jean Cavaille, Bertrand Russell et ce donc plusieurs auteurs très connus dans nos études. Une autre chose intéressante en ce qui concerne le profil de Granger, c'est que ces auteurs français du XXe siècle ont beaucoup travaillé avec Granger, qui était très compétent en ce qui concerne la philosophie, puisque Granger a consacré toute sa carrière à définir les contours de l'activité rationnelle à côté d'Aristote, de Kant et d'autres auteurs, comme je viens de mentionner, et d'autres écoles de la pensée occidentale, de la tradition occidentale, ont été également impliquées dans ce contexte. Et là, j'aimerais tout d'abord rendre un éloge à la personne de Granger et à la consistance de ses activités et travaux menés. Et
cette pensée analytique est vraiment remarquable. Sa pensée est fortement marquée par l'appréciation de la comparaison, l'analyse des questions. Il travaille avec la définition des contours de l'activité rationnelle. Donc, il s'agit presque d'un mariage entre ces deux mondes, c'est-à-dire une personne qui se penche à analyser les fondements de la connaissance tout en possédant des connaissances très solides et très approfondies. Une autre caractéristique remarquable de Granger, c'est qu'il travaille par l'appréciation de la comparaison de différentes formes de connaissances. Il essaie toujours de distinguer les discours, le contour de l'activité rationnelle et ses facettes. Il travaille avec plusieurs acteurs de cet univers et des connaissances différentes qui travaillent également et opèrent également avec ces concepts. Et je crois que l'un des ouvrages les plus remarquables de Granger, c'est la philosophie, pour une philosophie du style qui met l'accent sur cette traduction, disons, structurelle et opératoire de l'organisation, de l'élaboration et des fondements de la connaissance scientifique. Granger était quelqu'un qui possédait beaucoup de familiarité avec la logique. Voilà pourquoi il a été un savant qui a réussi à accompagner le développement de la logique tout au long du XXe siècle. Et cela a eu une grande influence pour le peuple brésilien, puisque le fait d'avoir quelqu'un qui est issu du continent européen et qui est venu au Brésil et qui accompagnait la révolution qui se produisait dans le domaine de la logique nous a été très important, car au Brésil, nous remarquons que lors de nos études et dans nos études philosophiques, il existe une sorte de résistance que je trouve un peu inexplicable. C'est une pensée plutôt formelle, structurelle et qui dans toutes les facultés de philosophie du Brésil. Et si nous faisons une étude, nous remarquons cette résistance des personnes qui se plaignent de la logique actuelle, puisqu'ils défendent que la logique devrait rester telle comme elle était au XIXe siècle. Et cela se doit également au travail de Granger. Et en 1985, il a été publié un ouvrage très important pour la philosophie brésilienne et qui a formé beaucoup d'étudiants. Et dans cet ouvrage, nous avons pu connaître un nouvel sens de la logique. En 1955, Granger publie également un texte qui concernait la méthodologie, la philosophie formelle et d'autres éléments de logique. Il n'était pas un ouvrage complètement consacré à la logique, mais il s'agissait quand même d'un ouvrage qui était très différent de ce que nous avions à l'époque au Brésil comme des ouvrages publiés, comme des études menées jusqu'à cette époque. Une autre chose importante à dire, c'est que Granger, il a une formation traditionnel, disons ainsi, puisqu'il est une personne, d'après ce que nous comprenons en lisant ces textes, il croit à la logique classique fermement, il croit également aux bases de la philosophie classique. Mais cependant, il était quelqu'un d'ouvert. Et lorsqu'il a mené cette discussion au sujet de la paraconsistance et nous remarquons une analyse très ouverte, avec beaucoup de sérénité, une logique qui va vers la construction. Et c'était quelque chose de différent de ce que Quine a fait dans son ouvrage Philosophie de la logique, dont nous remarquons la négation. Et c'est comme s'il faisait déjà appel à la paraconsistance, mais
tout en ayant quand même des traces de résistance à l'égard de ce sujet. Par contre, nous remarquons que Granger est quelqu'un de plutôt ouvert qui reconnaît la valeur de la logique par inconsistance et de la construction de tout un savoir scientifique autour de cette logique. Donc, il a abordé les logiques déviantes sans avoir ou porter des préjugés. C'est quelque chose de remarquable. Et comme j'ai mentionné auparavant, Granger est un philosophe qui possède une formation traditionnelle. Alors, il comprend que la logique classique est donc un paradigme dont on ne peut pas résister ou nier. Il faut quand même penser d'une façon souple, flexible. Et vous allez voir dans mon intervention, à partir des hypothèses que je lance, que cela devient très clair à partir de l'étude de ces travaux. Et là, j'aimerais vous montrer quelque chose. Nous avons donc le livre Pour une connaissance philosophique, tel qu'il est pour un conhecimento philosophique, comme il a été traduit en portugais, mais dans plusieurs parties extraits de ce livre, nous voyons que, puisqu'il s'agit d'un ouvrage de 1988, il travaillait avec cette théorie dont on trouve bien sûr la présence d'incohérences à la fois théoriques et expérimentales. Et cela évoque et signale la présence de quelque chose de faux dans nos théories à nous. Et dans ce cas, nous remarquons l'existence donc d'une méthodologie pour ceux qui travaillent avec la logique, d'une réduction un peu voilée de l'absolu, puisque s'il existe des hypothèses qui mènent à une contradiction, il nous faut donc revoir ces hypothèses au lieu de les abandonner, puisqu'il s'agit quand même d'un marquage de quelque chose qui met en évidence les inconsistances, soit dans le cadre méthodologique que théorique. Et nous pouvons voir que cela exprime une sorte d'irrationalité. Et je crois que c'est donc le chemin suivi par Granger. Et nous remarquons également que, et là j'essaie de faire une présentation, une intervention très libre, mais tout en tenant comme référence le travail de Granger. Okay? Et là, nous remarquons que la stratégie épistémologique prescrit la nécessité de réorganiser des modèles et de les adapter à une hypothèse. Et cela se montre dans la théorie rationnelle et en même temps sur le plan expérimental, car il nous faut quand même avoir une conformité des prédictions théoriques avec des données observables, puisque l'activité vise à décrire et évaluer des modèles qui soient correctement applicables à partir d'une conformité face à l'expérience et au vécu. Et tout cela est très subtil. Il me semble que Granger, selon ce que j'ai pu étudier, je n'ai rien trouvé de clair, sauf dans ce chapitre concernant la paraconsistance, mais je n'ai pas trouvé des allusions faites par Granger qui soient claires à cette question de la réduction à l'absurde, mais quand même nous remarquons une pensée indirecte, apagogique derrière cette méthodologie qui est commune dans le domaine des sciences d'une façon générale. Et l'inconsistance met en évidence et suppose des problématiques et tout cela doit être évalué. Alors, comment
un philosophe qui possède une vision aussi apparemment aussi classique peut être amical, disons ainsi, face à la paraconsistance. Comment cela peut se produire? Au Brésil, l'ouvrage est sorti en 2002, mais à Paris, elle est sortie en 1998. Et dans ce 88, pardon, et là, dans cet ouvrage, L'Irrationnel, Granger fait une analyse, une sorte de position en essayant d'observer le contour de l'irrationnel à partir du rationnel, c'est-à-dire il vise à étudier le rationnel afin d'établir des hypothèses basiques dans le cadre de la rationalité. Et ici, nous voyons un extrait du texte qui parle donc que notons que dès le début que l'irrationalité éminemment polymorphe entraîne dans le vide, pour ainsi dire, les formes du rationnel. En ce sens, il est vraiment relatif et suppose toujours, sinon dans l'acteur irrationnel, chez l'analyste, une représentation de ce qui l'oppose, c'est-à-dire cette représentation en opposition à l'irrationnel est une image inversée du rationnel. C'est à peu près l'esprit de cette mention faite par Granger. Il dit également que l'objectif de son travail est modeste puisqu'il travaille avec les créations en fonction de l'irrationnel dans certaines œuvres humaines, dans certaines créations plus larges de l'esprit humain et plus particulièrement dans les travaux de la science. Alors, il essaie de codifier la pensée scientifique. Cela est très intéressant car chez Granger, nous trouvons des analyses concernant l'art, concernant les beaux-arts, les performances, les sciences sociales, humaines. Nous remarquons que à l'intérieur de cette pensée, il vise toujours à décrire les connaissances scientifiques. Donc, je crois que un bon titre, disons ainsi, une étiquette qui révèle ce que Granger a fait de plus important, je crois que c'est l'épistémologie. C'est mon opinion à moi. Okay? Et voici quelque chose d'important car Granger parle de l'art et de l'œuvre. Et cela est quelque chose d'important dans la pensée de Granger car il parle de cela comme un produit susceptible de rester dans l'existence concrète et de l'observation et même l'usage des sujets face à son créateur. Et il mentionne également que la philosophie est toujours faite par des attitudes. Si la philosophie n'est pas réalisable, si elle n'est pas publiée, si elle n'est pas mise ouverte à la discussion, cela n'est pas une vraie philosophie. C'est-à-dire, il faut que la philosophie soit faisable, discutable, pour qu'ainsi elle puisse devenir un vrai travail. Et je crois également que la reconnaissance de nos actes se fait par la publication de ce que nous pensons, que nous réalisons et qui peut par conséquent être discuté dans nos communauté scientifique. C'est quelque chose qui ne reste pas dans le cadre du rêve d'idéaux, mais c'est quelque chose qui se rend réel, car tout ce que l'être humain réalise possède une signification. Et pour Granger, l'objectif le plus important de la philosophie, c'est ce décodage, c'est d'aborder une signification concernant la vision humaine et comment il voit ses réalisations et le fait d'exister, d'être dans le monde. Alors, pour lui,
Voilà pourquoi je crois que le style est un concept clé dans le travail de Granger, puisque le style, il est imprimé dans un objet qui a été créé, tandis que l'œuvre créée concrétise un style. Et dans le domaine de la philosophie, je dirais qu'il s'agit d'une certaine façon d'analyser. C'est un style d'analyser toute forme d'objet. Et dans l'irrationnel, cela n'est pas vu aussi clairement. Il y a des objectifs un peu plus différents. Alors, afin de comprendre le rationnel par le biais de l'irrationnel, Granger propose trois formes d'aborder l'irrationnel à partir de trois façons. C'est-à-dire, la première, c'est l'irrationnel en tant qu'un obstacle. Et par exemple, en mathématiques, Granger observe l'irrationnel comme étant un obstacle. Dans la physique, elle apparaît en tant qu'obstacle et ressource à la fois, que c'est la deuxième catégorie. Et troisièmement, l'irrationnel comme étant un renoncement. Et là, je crois que c'est plutôt ce que nous pensons à propos de l'irrationnel. Je crois que cette troisième proposition, elle parle plus fortement à partir des prémices que j'évoque dans mon intervention. Donc, nous pouvons observer l'existence d'une connexion avec d'autres aspects comme une rationalité indirecte et un style, car c'est dans l'objet créé, tout en prenant l'objet dans un sens plus large qui apparaît cette opposition des règles de la création en elle-même dont l'application devient contradictoire et impossible. Alors, lorsqu'un créateur va créer son travail, c'est-à-dire une théorème mathématique, par exemple, il ne va pas appliquer les règles de la façon habituelle. Il va parcourir un autre chemin par, entre guillemets, l'abus des règles afin de trouver quelque chose de nouveau. Ce sont donc des éléments analysés par Granger dans son ouvrage et qui sont d'une profondeur et ce n'est pas du tout la mathématique basique. C'est une mathématique très raffinée, très approfondie puisqu'il s'agit des exemples très difficiles pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup ces concepts. Mais ici, nous voyons que le scientifique ne se contente jamais de cette preuve d'échec face à la formulation de sa théorie. Alors, il continue son travail et la rencontre de l'irrationnel, c'est comme une sorte de point de départ vers une reconquête de la rationalité. Dans ce cas, l'irrationnel en tant qu'obstacle n'est rien de plus que face à une difficulté, un obstacle, se mettre face à l'irrationnel, par exemple à la définition des règles opératoires, comme pour la logique, les mathématiques et les sciences, et face à cette situation, pouvoir faire un recul afin de mieux organiser sa formulation et ainsi restaurer et conquérir la rationalité. Donc, cet obstacle sert pour nous fait avancer et ainsi rétablir la rationalité. Et c'est très curieux car cela se manifeste dans la création artistique. Cependant, l'exemple le plus intéressant que je trouve dans cette partie fait appel à la paraconsistance. Cela met en évidence le fait que Granger avait une position plutôt amicale envers la paraconsistance puisqu'il croyait qu'elle pouvait être utilisée en tant que ressource. Cela ne veut pas dire qu'il a abandonné
Cela ne veut pas dire que Granger va abandonner son appréciation à toute cette question classique, puisque son analyse est critique, malgré son côté amical, puisqu'il évoque des points faibles, des points forts. Il fait tout un travail très approfondi et analytique. Et ce qui est très important, il me semble, puisque celui qui parle de la paraconsistance est une personne qui vit dans cet univers de la paraconsistance. Et Granger n'est pas vraiment quelqu'un. C'était quelqu'un d'ouvert, qui avait un esprit très ouvert, mais qui n'était pas vraiment un penseur, un adepte filié, qui avait une vision de monde selon la paraconsistance seulement. Donc, à mon avis, cela augmente encore plus la valeur des évaluations de Granger dans ce cas. Dans le cas de l'irrationnel comme étant une ressource, il manifeste l'irrationnel dans la création artistique lorsque les règles sont abandonnées, tout en ayant comme objectif avoir des résultats inattendus. Alors, cela nous montre qu'il s'agit d'un moyen de renouveler et prolonger l'acte créateur. Le mot-clé en ce qui concerne la paraconsistance, pour nous, c'est abandonner et violer certaines règles. Et comme nous allons voir ensuite, nous disposons d'une logique classique, standard, qui définit tout un ensemble de vérités logiques postulées et qu'au long de notre chemin seront abandonnés, puisqu'il y a d'autres formes de pensée et de rationalité qui vont s'ajouter à notre façon d'évaluer les choses. Il y a encore la question de la rénonciation et l'abandon du rationnel qui est un refus du rationnel. Donc, le producteur de l'ouvrage va renier quelque chose pour ainsi adopter quelque chose qui va l'aider à se libérer et aller vers ce rêve, cette fantaisie. Et là, je parle de toutes sortes de systèmes de règles formelles qui peuvent orienter à la création de toutes sortes d'objets. Une autre curiosité, c'est que l'ouvrage en français, le livre, la traduction en portugais a une couverture qui n'est pas très jolie et qui ne met pas en évidence l'importance du contenu du livre. Mais la couverture du livre en français, la version française, l'original français en fait, c'est incroyable. Puisqu'il y a une table où il y a un café servi et il y a un chien habillé avec des habits humains. Il y a une chienne qui porte même un collier de perles et tout. Elle est toute jolie. Et pour Granger, c'est l'image de l'irrationnel. Donc, le graphiste français qui a fait cette couverture, je crois qu'il a vraiment bien imaginé une absurdité. Et il me semble que Granger parle exactement de ce fait, c'est-à-dire de renoncer quelque chose et aller vers l'irrationnel tout en ayant un recul pour ainsi rétablir la rationalité. Et c'est très intéressant. Alors, Granger, et comme j'ai mentionné, il possède donc une posture très sympathique ou au moins empathique envers la paraconsistance, car nous voyons Quine qui a quand même laissé des traces très fortes d'antipathie et ces activités exprimaient une difficulté face aux choses nouvelles qui apparaissaient. Et tandis que Granger est là un esprit très amical face aux logiques déviantes. Et
surtout les logiques paraconsistantes, et que selon lui, il s'agit de la logique la plus déviante de toutes, puisqu'il s'agit d'une famille de logiques, disons ainsi, qui attaque principalement le principe de la non-contradiction et la façon dont il explique les choses. Et là, dans ma prochaine diapositive, vous allez voir, il faut toujours abandonner les règles des rationalités classiques qui sont même considérées comme importantes, mais il nous faut quand même abandonner un peu les choses afin de voir autrement, avec cet esprit plutôt ouvert. Et comme j'ai mentionné auparavant, Granger n'abandonne pas le paradigme logique classique. Ce n'est pas son intention, ok? Il suit toujours le paradigme logique et classique. Il travaille toujours avec une représentation de la logique classique dans cette systématisation formelle. Et dans cet esprit, Granger examine les mérites de cette famille de logique, puisqu'il est très intéressé à cette logique paraconsistante, malgré son opposition à la logique classique, mais cela lui permet de restaurer la logique classique tout en disposant d'autres ressources qui ont été établies à partir de cette forme de penser autrement. C'est donc l'esprit existant dans l'analyse de Granger sur la paraconsistance. Un exemple très important utilisé par Granger, ce sont les logiques développées par Newton da Costa, les logiques CN, et qui ont notamment apparu en France très tôt. Les logiques de Newton da Costa sont apparues très tôt en France, en décembre 1963, avec une série de notes de compte rendu dans l'Académie des sciences de Paris. Et là, je crois qu'il s'agit d'une note presque biographique. Moi, j'ai essayé de faire un entretien avec Granger, mais à l'époque, il était vraiment très affaibli et il n'a pas pu nous accorder cet entretien. Mais je crois que là, on aurait eu l'occasion de connaître davantage comment il travaillait et sa façon de travailler, et puisqu'il parlait très bien le portugais. C'était quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec les scientifiques brésiliens et qui a beaucoup travaillé dans l'orientation des étudiants brésiliens et qui nous a quand même énormément aidé. Moi-même, j'ai eu l'occasion de suivre des études avec des professeurs qui ont étudié avec Granger, et cela m'est très cher, franchement. Et il a dit que dans le domaine où l'on s'attend de moins à vouloir étudier un exemple de recours délibéré à une certaine forme d'irrationalité, ce sont ces idées paraconsistance concernant la paraconsistance qui nous permettent de voir autrement. Il a fait toute une description de façon très attentive. Il a fait des analyses concernant ce qui a été développé par Newton da Costa et il a créé tout un ensemble de pensée, de logique vers une logique supérieure qui est très détaillée, mais je ne dispose pas de temps pour vous expliquer davantage. Mais l'idée ici, c'est que la paraconsistance change le sens opératoire de la rationalité scientifique en vue de codifier, à partir d'une nouvelle logique, certains modes de pensée qui semblent s'écarter de l'ancien. Et là, l'ancien, je crois qu'il fait appel à la logique standardisée, classique. Et il donc se propose à examiner la signification de cette hétéroxie qui va au-delà de ces logiques dites déviantes et, dans cette occasion, réfléchit l'idée même de rationnel. Et voici la base de ma présentation, puisque je crois qu'il considère les logiques paraconsistantes comme étant les plus radicales lors de
postulats traditionnels. Alors, la première chose faite par Granger, c'est qu'il présente les trois notions de consistance qui sont adressées par Church. Et là, il développe toute son analyse, cette discussion à partir de Newton da Costa. Donc, Church présente un premier sa vision de la cohérence par rapport à une transformation et qui est liée à la négation qui peut être considérée comme une transformation. Et un système est consistant s'il n'existe pas de formule propositionnelle ou qui s'oppose à la transformation, car le système est consistant s'il est libre de contradiction. La deuxième forme est la consistance absolue, que c'est un peu ce que nous connaissons avec le nom de la non-trivialité, le non-trivial. Alors, c'est-à-dire que toutes les propositions et formes proportionnelles ne sont pas des théorèmes, c'est l'anti-trivialité où tout est démonstrable, mais dans la paraconsistance absolue, rien peut être vu de façon consistante. Et il y a la post-cohérence. Si une formule formée à partir d'une seule variable propositionnelle ne peut pas être un théorème. Donc, Granger identifie à partir de ce que préconise Da Costa, il a un souci de voir que ces logiques doivent assumer la proposition des formules qui sont un ensemble des négations, des opposés, disons ainsi, et ces logiques doivent quand même passer par des logiques établies par Church et qui admettent la présence d'une inconsistance, mais ne sont pas triviales. La non-trivialité du système est un prix à payer. Je crois qu'il est important de mentionner cette partie-là concernant cette histoire de payer un prix élevé, puisque la trivialité, elle passe par des nouvelles possibilités théoriques, mais le prix à payer est trop cher. Et selon Granger, ce prix serait l'abandon des propriétés de la rationalité logique, c'est-à-dire le contradictoire. Il gère plusieurs choses et là, il fait allusion au ex falso sequitur quod libet. Cela fait appel à la question de voir comment penser à partir du rejet des propriétés apparemment plus intuitives que la rationalité logique, puisque cette règle, ex falso sequitur quod libet, qui est dans la logique classique, est directement associée au principe de non-contradiction qui est désigné comme une formule qui travaille avec la contradiction. Et donc, l'ex falso met en évidence quelques formules qui sont dérivées justement à cause de son antécédent contradictoire. Ces faits sont très connus de tous et il est intéressant de voir que cette formule ne va pas s'opposer à la contradiction puisque cela a une relation avec la dérogation du principe de la non-contradiction. Il y a quelques principes qui
mettent en évidence le rejet existant dans ce cas. Toutefois, il s'agit de l'un des principes de la non-contradiction qui sont décisifs, tels que cette formule et ses variables qui ont une implication très forte. Voici un conditionnel et sa façon d'exister et d'être écrite ainsi. Et cela fait en sorte que la formule soit complètement implicative. Voici quelques faits concernant la paraconsistance. C'est un résumé, c'est-à-dire une théorie est inconsistance ou contradictoire par rapport à la négation. Et voici la formule. Et elle devient triviale si toutes les formules du langage sont exprimées par des théorèmes. Au cas contraire, T n'est pas trivial. Le problème, c'est que dans la logique classique, à chaque fois que nous avons une inconsistance, nous avons une situation de trivialisation. Alors pourquoi il faut toujours briser quelques paradigmes afin de voir autrement? Et cette question de l'inconsistance nous montre un blocage à rompre ou à surmonter. Granger expose dans son chapitre concernant la logique des deux et de Stanislaw Jaskowski. Et ensuite, il expose également de façon détaillée l'hiérarchie des logiques paraconsistantes de M. d'Acosta et parle également et évalue l'ex falso dans la logique de Belknap et Anderson. Il s'agit d'une discussion approfondie, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit d'un philosophe qui travaille. Ce n'est pas quelqu'un qui parle que de la logique. Son intérêt, c'est de penser aux formes de rationalité connectées à ces sujets. Et il me semble être un chapitre très bien structuré, avec beaucoup de profondeur. Il souligne également ses prédécesseurs, tout en essayant de renouer avec l'histoire. Il travaille avec l'ouvrage de Jan Lukášev et Nikolai Vassiliev. Et dans ce cas-là, nous voyons que les intuitions de Lukášev ne sont pas liées à la paraconsistance, mais lorsque nous étudions la logique paraconsistance, nous observons un lien plutôt avec l'ambivalence. Et dans le cas de Vassiliev, il met en évidence quelques points de vue qui sont liés aux approches de la paraconsistance, mais d'une façon plutôt polyvalente, Jaskowski. Et là, j'aimerais parler un peu des faits logiques qui sont mis en évidence dans le chapitre écrit par Granger. Et Jaskowski a introduit en 1948 la logique discursive des deux qui définit une modalisation de la notion d'implication. Donc, A implique B discursivement ou discursivement, les deux peuvent être utilisés. Et lorsqu'il A devient possible, alors B l'est également. Et également une définition à partir de S5. Et là, il utilise une logique ambivalente afin d'obtenir un moyen d'avancer dans ces résultats. Et là, il définit une équivalence discursive dont l'idée est celle de préserver au maximum les règles classiques, les théorèmes et résultats classiques, mais tout en permettant en même temps l'existence des affirmations opposées, contradictoires, toujours à partir de cette approche de la trivialisation. Et c'est la première fois où ces prémices apparaissent aussi clairement, ces hypothèses sont lancées de façon plutôt claire. Et là, le principe de la non-contradiction continue à prévaloir à partir de la logique de Jaskowski. Et là, nous voyons l'ex falso qui n'est plus valable. Et cela fait en sorte que la logique devienne paraconsistance. Et si nous faisons et là, je dirais même un amendement à ce qui a été mentionné par Granger,
parce que Granger considère Newton da Costa comme étant le fondateur de la paraconsistance. Moi, je crois et je partage cette idée que Newton da Costa est très important, mais le rôle de Jaskowski ne peut pas être oublié, n'est-ce pas? Il s'agit d'un rôle très important dans ce cas. Mais la différence, c'est que Newton da Costa a avancé davantage. Il est allé plus loin dans l'exploration du phénomène paraconsistant et il a fait un peu plus que Jaskowski. Et Newton da Costa a commencé à travailler en 1950 à partir de ces logiques. Et il est allé, puisqu'il était un mathématicien et qui travaille du point de vue de la mathématique, il pense toujours qu'en mathématiques, toute théorie est admissible dès qu'elle ne soit pas triviale. C'est-à-dire cette trivialité devient un fait très important et non plus la consistance. C'est-à-dire il abandonne la consistance et va vers ce caractère de la non-trivialité. Voici la thèse développée par Da Costa qui a des notes apparu peu à peu en France et ici il essaye d'identifier quelques catégories de logique élémentaire à partir des systèmes de déduction. Il mentionne Jaskowski et Mostovski également et en fait sa façon de présenter est très différente de celle présentée par l'auteur polonais. Et voici donc toute une hiérarchie de calculs très détaillés. Il y a beaucoup de détails techniques là dont je ne veux pas aborder. Là, donc c'est sans égalité, avec égalité. Et donc il s'agit quand même d'un esquisse de toute une théorie des ensembles. Et l'idée, c'est que Da Costa a réussi à bloquer presque toutes les formes et tout ce qui impliquait la contradiction qui implique la non-contradiction. Et là, dans ce cas, c'est valable. Et voici quelques versions à partir de l'ex falso qui sont valables ou non. Les versions conventionnelles conjonctives non valable. Donc, il a fermé les portes, en résumé. Et en plus d'avoir réussi à travailler avec toute une gamme très complexe de logique, l'apport de Da Costa est remarquable. Mais dans ce cas, je crois que Granger n'était pas intéressé à savoir qui était celui qui a préconisé la paraconsistance. Peut-être il a voulu juste rendre hommage à Da Costa. Je ne sais pas. Bon, voici quelques commentaires à propos de l'avis de Granger. Et puisque le temps qui m'a été imparti est presque fini, il est intéressant de remarquer que dans son chapitre, Granger mentionne comme étant un problème l'ex falso, puisque s'il est identifié, il s'agit d'une paraconsistance. Et ainsi, il faut l'admettre afin de préserver la rationalité. Et là, je crois qu'il faut penser quand même aux idées de Kolmogorov, puisqu'en 1926 ou 27, il a écrit un article où il propose une logique à partir d'une prémisse intuitionniste et il mentionne le fait de ne pas comprendre pourquoi garder l'ex falso, puisqu'il n'est pas très constructif dans le cadre de arriver à faire une déduction quelconque. Il n'y a pas moyen de garder les filtres typiques exigés dans une analyse du genre. Je crois que j'ai pu commenter les choses les plus importantes. OK, je suis arrivée à la fin et j'aimerais donc clôturer mon intervention en vous disant que je trouve très intéressante la discussion de Granger, puisqu'il ne faisait pas partie de la communauté de la paraconsistance. Il est très intéressant d'observer comment
il voyait ce sujet puisqu'il était quelqu'un qui voyait autrement à partir d'autres angles de vision. Et à la fin de son chapitre, il parle de l'application de la logique par la consistance. Et là, dans ce cas, il n'est pas aussi généreux. Et il analyse ce que nous avons obtenu avec ce paradigme paraconsistant et dont il mentionne qu'il serait quand même intéressant d'avoir des études plutôt approfondies où les théories des ensembles, des objets antinomiques qui ne sont pas assez bien définis. Donc, il s'agit de toute une analyse faite par Granger. Voilà, c'est ça. Merci, Evandre. Bon, nous disposons d'un peu de temps pour des questions. Alors, je vais essayer de parler en portugais puisque nous avons un service de traduction. Merci beaucoup de votre présentation. J'aurais plutôt une question concernant la relation entre Granger et d'Acosta, car selon ce que j'ai lu dans l'article de Granger, c'est un article de la contradiction de 88, dans cet article, Granger semble être très sceptique concernant la pertinence de la paraconsistance d'Acosta en rapport à la logique suivie par Aristote. Et puis, comme vous avez mentionné, et vous connaissez très bien, il a expliqué que le sens de négation d'Aristote dans le syllogisme inconsistant n'est pas un opérateur formateur de contradiction. Il affaiblit le sens très fortement et il met en évidence que nous pouvons donc accepter le syllogisme d'Aristote, mais avec un sens de négation et de contradiction implicite. Voici une question générale concernant la relation entre Granger et d'Acosta, puisque Granger pensait, je crois, que la contradiction d'Acosta a été mise en évidence en tant que ressource ou évidence, car dans cet article de 88, elle apparaît comme négation ou comme une contradiction de la négation. Oui, il est très intéressant ce que vous mentionnez, car il existe un écart de 10 ans entre une période de temps entre l'article de 88 et l'irrationnel. Il me semble donc que ce laps de temps fait quand même avoir un changement de point de vue, puisque il y a quand même beaucoup de critiques. Et je crois que le syllogisme mentionné par Fabien, c'est un syllogisme qui apparaît selon les analyses et Analytica Posterior. C'est le premier ouvrage, chapitre 11, et c'est donc un syllogisme qui a été étudié par Kasheft et qui a vu là tout particulièrement un front très ouvert afin de mettre en évidence la rationalité d'Aristote qui ne pouvait être pensée que par une pensée classique. Et cela parle également de l'ambivalence, de la polyvalence, multivalence et de la polyvalence, pardon, et je crois que tout cela a été abordé par les étudiants de ces enseignants, bien sûr, par Kasheft. Et Granger ne reconnaît en fait que ce syllogisme soit une exemplification d'après Aristote et de la rénonciation plutôt de renoncement plutôt classique. Il fait donc une lecture plutôt traditionnelle, plutôt classique du syllogisme. Et ainsi, il défend donc Aristote et lui met dans l'équipe de la paraconsistance. Toutefois, il existe d'autres façons de penser. Mais par rapport à cette relation entre d'Acosta et Granger, et j'ai même eu l'occasion de
posé cette question à Da Costa par mail en lui demandant s'il voulait dire quelque chose à propos de cette relation et il a répondu que toutes les personnes qui ont pu connaître Granger disent qu'il était quelqu'un de très aimable, très cordial, amical et c'est la même chose qu'il a dit. Il était toujours très ouvert aux discussions, quelqu'un qui prenait les choses de façon très sérieuse quand même et qu'il a eu vraiment l'honneur de travailler avec lui et d'avoir et la logique paraconsistante comme un sujet choisi par Granger dans son ouvrage et cela a été très important pour lui. Et Granger n'est pas quelqu'un d'antipathique à la paraconsistance, puisqu'il pense à cela comme étant une ressource. Mais il y a des moments où nous pensons qu'il met la paraconsistance dans le plan de l'irrationalité en tant que renoncement. Lorsqu'il fait allusion à tout cela, à Aristote, dans ce cas, c'est comme si pour Granger, la paraconsistance serait plutôt une situation provisoire, c'est-à-dire une situation où il faut renoncer les règles de façon momentanée afin de rétablir vos concepts, de les identifier et revenir en arrière pour ainsi pouvoir avancer. Il ne pense pas abandonner le point de vue classique. Pas du tout. Et comme Rodrigo dit, c'est sa façon de penser. C'est de type sanguin de Granger était le type classique. Et il y a des gens qui parlent d'être paraconsistant classique ou intuitionniste. C'est comme la façon d'être de chacun, de sa personnalité individuelle et en tant qu'intellectuel, en tant que philosophe, et comme nous nous constituons, à vrai dire. Et par exemple, chez Granger, nous n'avons pas quelque chose qui montre une ontologie antinomique puisqu'il ne pense pas à ce genre de scénario. Et pour lui, la paraconsistance est donc une ressource qui peut être utilisée dans certains contextes afin que nous puissions explorer, réorganiser et ainsi revenir au plan classique qui a toujours sa prévalence. Right, Granger would now be what we call a logical pluralist, someone who recognizes many different systems of logic and recognizes different applications. So my question is, what does this tell us about rationality for Granger? Is he a relativist about logic, or does he think that there are some logics that are right and some wrong once you've fixed in an application? So to what extent does his logical pluralism make him a relativist in epistemology? Yeah, thank you for your question. Maybe the best label to Granger, maybe the label of a kind of yes, he's tolerant with respect to logicity, but until a certain point, he's not open, completely open-minded about. I don't know if he could be considered a pluralist, because I think pluralism in logic requires a major acceptance of all family of different logical systems. For example, studying what I could learn, studying papers and tests of Granger, maybe. Granger, I could say, an instrumentalist view about different logicities, and a kind of organon, a view in which different logics can
offer to us different tools to approach different tasks, but the mainstream, the main role of classical logic remains untouched, I think. But it's a very curious figure, Granger, because many other people we know, they are absolutists with respect to logicity. They are close to consider different views, different alternatives. Are just a game of words. We are playing with the meaning of the connectives, as Quine says, and others. But instrumentalist, all the time preparing, and even before, when I think these views about logisticity developed by Granger, I always thinking in an instrumentalist view of different logics. So he thought that classical logic was the correct logic. He thought that classical logic was the correct logic, but other logics could have instrumental values depending what you want to do. Is that right? Thank you. Vamos agradecer o Evandro. Nous allons remercier Evandro.